L'itinéraire numéro 1, d'une longueur de 4 km, permet d'appréhender les principaux monuments de Tours. Il démarre place du Général Leclerc, au niveau de la gare SNCF, construite par l'architecte tourangeau Victor Laloux. Tours est relié à Paris par TGV et on est en train de construire la ligne TGV Tours-Poitiers-Bordeaux. De l'autre côté de la place Jean Jaurès, il y a l'Office de tourisme et le Palais des Congrès Léonard de Vinci. L'Office de tourisme. En face, le Palais des Congrès que l'on appelle le Vinci. Nous allons longer le boulevard Heurteloup. Voici le jardin de la préfecture. Boulevard Heurteloup, Office de tourisme, Palais des Congrès, Jardin de la préfecture. Ce côté est la partie publique du jardin de la préfecture. Nous le visiterons plus tard. On emprunte la rue Buffon vers la préfecture et le Grand Théâtre. La préfecture et l'hôtel du département, place de la préfecture, occupent le siège de l'ancien couvent de la Visitation du XVIIe siècle. La grille du XVIIIe siècle provient de l'ancienne abbaye de Beaumont-les-Tours. Par la rue Buffon puis la rue Corneille, on approche du Grand Théâtre, construit au XIXe siècle par l'architecte Rohart. On longe le bâtiment de la direction du patrimoine et de l'architecture. C'est sur l'ancienne église du couvent des Cordeliers que le Grand Théâtre a été construit. Étrange que ces deux noms soient accolés, puisqu'il semblerait que ce soit Corneille qui ait écrit les pièces de Molière. Côté rue Voltaire, on aperçoit d'ailleurs un élément religieux de l'ancienne église. Une porte encore visible de l'ancienne église du couvent des Cordeliers. On repasse devant le Grand Théâtre et on prend la rue de la Sellerie dans la direction du Palais des Archevêques, musée des Beaux-Arts de Tours. Vue générale de la rue Corneille. Le flanc est du Grand Théâtre. Rue de la Sellerie.
Au bout de la rue de la Sellerie, nous voici parvenus place François Sicard, avec le square du même nom. François Sicard était un sculpteur tourangeau. Face au square François Sicard, le palais des archevêques qui abrite le musée des beaux-arts de Tours. Belle vue sur les tours de la cathédrale Saint-Gatien. Dans la cour, on peut voir une tour gallo-romaine restaurée au XIXe siècle. À côté, un logis du XVIIe siècle. À côté encore, un logis du XVIIIe siècle. Le musée des Beaux-Arts contient beaucoup d'œuvres de Rembrandt, de Boucher et de Mantegna. Dans la cour, un cèdre du Liban bicentenaire. Vers le nord, la rue Lavoisier nous emmène place de la cathédrale. La cathédrale porte le nom de Saint Gatien, premier évêque de Tours. Elle a été bâtie du milieu du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Place de la cathédrale. La superbe façade flamboyante est de toute beauté. Le gable. La riche ornementation de la façade a été rajoutée au XVe siècle. Pénétrons dans l'édifice. Les personnages sculptés dans les voussures. Intérieur de la cathédrale Saint-Gatien. L'édifice faisait l'admiration de Viollet-le-Duc lui-même. La nef date des XIVe, XVe siècles.
la rose de la façade. Une adoration des rois mages. Le chœur et les bras du transept sont la merveille de Saint Gatien. Croisillon sud. Dans une chapelle du Croisillon sud, tombeau des enfants du roi de France Charles VIII et de son épouse la duchesse Anne de Bretagne. Le croisillon nord, il est magnifique lui aussi. Les arcs en ogive du chœur. Les vitraux du chœur sont du XIIIe siècle. Bas-côté nord. Le déambulatoire. Les chapelles du chœur.
chapelle axiale, chapelle mariale. De la cathédrale, on accède au cloître de la Psalette qu'il ne faut pas manquer. La Psalette est le cloître gothico-renaissance. C'est dans cet édifice que se retrouvaient les chanoines et la chorale de la cathédrale, c'est-à-dire la Psalette. La Psalette s'appuie sur la partie nord de la cathédrale Saint-Gatien. Aile ouest. Au-dessus se trouve une bibliothèque. Aile nord. Contrefort et arc-boutant. Nous voyons ici l'aile ouest du cloître et le premier étage, la bibliothèque dont je parlais. Allez.
Mais tu fais comment tu fais ça, non? Accédons à l'étage par un escalier à vis. À l'étage. Le croisillon nord est en rénovation. Le scriptorium où travaillaient les copistes. On remarque la belle cheminée Renaissance. Et voici une superbe salle, la bibliothèque ou librairie, avec ses voûtes en ogive. Superbe clé de voûte. Reprenons notre circuit. La rue Lavoisier vers le château de Tours. Les bords de Loire, le pont Saint-Symphorien. Voici le jardin archéologique de Tours avec le château. L'ancien château royal de Tours abrite de nos jours des expositions temporaires. Il y a des salles d'exposition retraçant le développement historique de la cité. C'est ici également qu'on trouve le Centre national d'archéologie urbaine. Revenons sur nos pas et tournons à droite rue Colbert.
autrefois appelée Grande Rue, la rue Colbert était le grand axe est-ouest de Tours. Elle est aujourd'hui semi-piétonne. On poursuit tout droit jusqu'à la place Foire-le-Roi. Nombreux restaurants dans cette rue. Rue des Jacobins. Place Foire-le-Roi. Elle doit son nom à 2 foires franches auxquelles François Ier a accordé sa permission en mai et septembre. Un très charmant coin que cette place Foire-le-Roi. Il faut emprunter un passage minuscule, le passage du Cœur Navré. Un vrai coup de gorge au cœur de Tours, où l'on voit des maisons à encorbellement. Et du pan de bois. Retour dans la rue Colbert. Tu reconnais pas? Tu vas voir la fenêtre là-bas. On poursuit toujours vers l'ouest dans la rue Colbert. Au numéro 39, la maison de la Pucelle armée, appelée ainsi parce que c'est ici que Jeanne d'Arc fut revêtue de son armure. L'église Saint-Julien. Juste à côté, le square Prosper Mérimée. On tourne dans la rue Jules Favre. Au numéro 4, un hôtel superbe, un palais. La Chambre de commerce et d'industrie de Tours et d'Indre-et-Loire. Dans le petit jardin en face de la Chambre de commerce et d'industrie, les vestiges de l'hôtel Beaune-Semblançay. On y voit une façade de 1518. La fontaine date de 1511.
Enfin une chapelle, élevée sur galerie avec arcade, dans le style de la première Renaissance. Très curieuse ruine. Un passage voûté nous permet d'arriver rue Nationale, qui sépare littéralement en deux le noyau est et le noyau ouest du vieux Tours. La rue Nationale portait autrefois le nom de rue Royale. Elle constituait une portion de la grande route partant de Paris et se dirigeant vers Bordeaux puis l'Espagne. L'église Saint-Julien est en rénovation. Nous sommes à l'angle de la rue Colbert. Cette église a été maintes fois construite et reconstruite et présente un curieux mélange de roman, de gothique. Tout à côté de l'église Saint-Julien se trouve le musée des vins de Touraine, le cloître de l'ancienne abbaye Saint-Julien. La construction de cette église, actuellement fermée au public, s'est étalée entre le IVe et le XIIIe siècle, pas moins. C'est ici que se trouve le très intéressant musée du compagnonnage. Revient rue Nationale. On est tout proche de la Loire. L'entrée du musée du compagnonnage. Nous sommes à présent tout près du pont Wilson ou pont de Pierre. La rive droite de la Loire. Bibliothèque municipale et place Anatole France. La Loire au pont Wilson. L'île Simon. La Grande Bretèche. Vers la rue Nationale. La pointe de l'île Simon. Vue sur l'église Saint-Julien. Reprenons la rue Nationale jusqu'à la rue du Commerce. Ces bâtiments modernes indiquent bien que Tours a subi d'intenses bombardements en juin 1940. Voici la rue du Commerce. On tourne à droite. Quartier éminemment moderne.
Mais en ligne droite, on aboutit à la place Plumereau, la célèbre place Plume. Au numéro 25, l'hôtel Gouin. Au cœur du vieux Tours. La place Plumereau, ancien carrois au chapeau. Les maisons à pans de bois des 15e et 16e siècles ont été restaurées à la fin des années 70. C'est l'un des endroits les plus cotés de Tours, bien entendu. On s'engage dans la rue du Change. On poursuit vers la rue de Châteauneuf. Dans cette rue du Change, on échangeait des monnaies extérieures contre la monnaie de Saint-Martin. Rue de Châteauneuf apparaît la tour Charlemagne. Châteauneuf est le nom du bourg qui s'était entouré d'un rempart au Xe siècle pour se protéger des invasions vikings. Le logis des ducs de Touraine, sur la place de Châteauneuf. Le dôme de la nouvelle basilique Saint-Martin. Et à droite de la silhouette massive de la tour Charlemagne, la tour du Trésor ou tour de l'Horloge. La place de Châteauneuf communique avec la rue des Halles. Belle vue sur la tour de l'Horloge, rue des Halles. Face à la tour Charlemagne, on emprunte la rue Descartes. On longe la nouvelle basilique Saint-Martin. L'ancienne et la nouvelle basilique. On poursuit dans la rue Descartes. Beau bâtiment rue Nérico des Touches. À gauche, on aboutit à la place du 14 juillet. Derrière nous, belle vue sur la tour Charlemagne. Par la rue de la Grandière, on réintègre le boulevard Béranger. Vue générale de la place du 14 juillet. Rue de la Grandière. Glycine. Un marché se tient boulevard Béranger, le mercredi et le samedi. Aubrietta. Boulevard Béranger. On admire l'alignement des platanes. En sens inverse vers la place Jean Jaurès.
Les armoiries de la ville sur la poste Tourangelle. Nous parvenons à la place Jean Jaurès, avec tout d'abord le palais de justice, un édifice à colonnade du XIXe siècle. La place Jean Jaurès est le centre de la vie diurne à Tours. L'hôtel de ville de Tours, une réalisation de Victor Laloux. L'hôtel de ville a été construit relativement rapidement, entre 1896 et 1904. De la place Jean Jaurès part l'avenue de Gramont vers le sud. La place est bien fleurie. La rue nationale. L'hôtel de ville de Tours a belle allure. Quatre Atlantes sous le balcon. Avenue de Gramont. C'est ici que s'achève le circuit numéro 1 qui nous a permis de voir les principaux monuments de Tours, les autres circuits permettant de creuser et d'approfondir.